Donc, ce webinaire vise donc à vous présenter le lancement des dispositifs d'appui à l'autodétermination, notamment le concept et la stratégie de déploiement de ces nouveaux dispositifs et de ce nouveau métier qui est associé, donc sur notre région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce déploiement, l'ARS s'est appuyée sur l'expertise du CEFAD, le collectif France à l'appui à la demande, et du CREAI, donc qui sont présents à mes côtés. Je laisserai se présenter tout à l'heure. Et donc, on va vous présenter donc à plusieurs voix. Je vais partager un PowerPoint que j'affiche maintenant. Est-ce que tout le monde le voit? Oui. J'essaie de le mettre en grand. Voilà, ça s'affiche. C'est bon. Parfait. Très bien. Donc, nous évoquerons, donc, comme je le disais, à plusieurs voix, donc, le contexte, les éléments de langage, les ambitions poursuivies par ce nouveau dispositif et ce nouveau métier, la présentation des dispositifs d'appui à l'autodétermination, les facilitateurs de choix de vie, les modalités de déploiement donc, sur le territoire de notre région, et enfin, nous répondrons à l'ensemble de vos questions. Donc, sur les éléments de langage, il nous semblait important de revenir sur ces différents éléments de langage. Plusieurs termes sont utilisés, employés pour parler de ces dispositifs. Donc, vous avez peut-être entendu parler des dispositifs d'assistance au projet de vie, DAPV ou dispositifs APV. Associé à ces dispositifs, ce nouveau métier d'assistant au projet et parcours de vie, donc APPV, plutôt ce terme qu'on avait entendu jusqu'à maintenant. Et en 2022, le secrétariat général du CEH, dans le cadre d'un cahier des charges, a retenu les termes de dispositif d'appui à l'autodétermination, DAA, et le terme de facilitateur de choix de vie pour ce métier qui est associé à ces dispositifs. Donc, les dispositifs d'appui à l'autodétermination s'inscrivent dans le cadre de la feuille de route de la stratégie gouvernementale de transformation de l'offre médico-sociale de 2019. Bien entendu, s'inscrit dans la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et je vous le disais, dans le cadre de référence nationale des facilitateurs rédigés donc par le secrétariat général du Comité interministériel du handicap, sur lequel le CNCPH a rendu un avis favorable le 1er avril 2022. Et donc, ce cadre national de référence du déploiement de ces dispositifs a été publié dans le cadre de la circulaire de campagne budgétaire de 2022 et il est demandé aux ARS de déployer dans chacune des régions ces dispositifs dans le cadre de ce cadre de référence national. Et donc, le déploiement de ces dispositifs se sont déployés en parallèle du déploiement et de l'installation des communautés 360 cibles dans la suite des communautés 360 Covid. Donc, c'est un dispositif innovant qui facilite le parcours de vie des personnes et qui facilite le parcours des familles concernées par le handicap. C'est un dispositif qui a été co-construit dès 2016 sur plusieurs territoires nationaux dans le cadre d'une expérimentation pilotée par Nexem, évaluée scientifiquement. Donc, on vous a remis l'ensemble des organismes gestionnaires qui ont participé à cette expérimentation. Et donc, dans le cadre de cette expérimentation, a été identifié un nouveau métier, APPV, assistant au projet et parcours de vie, qui développe une posture d'assistant à maîtrise d'ouvrage avec la mise en œuvre d'un système équitable de coopération
avec la personne qui est accompagnée. On reviendra sur ces éléments-là ultérieurement. Les ambitions qu'on poursuit dans le cadre de ces dispositifs, c'est de renforcer le pouvoir d'agir des personnes à formuler leur projet de vie, leur permettre de faire valoir leurs choix, leurs souhaits et leurs préférences, et du besoin qu'elles expriment, pardon, d'être prioritaires à couvrir dans le respect de leurs droits fondamentaux. L'ambition également, c'est de pouvoir avoir des parcours de vie construits selon les envies des personnes et non seulement selon l'offre disponible sur le territoire, et de participer enfin à la création d'une société plus inclusive. Donc ça veut dire que ces dispositifs sont positionnés pour soutenir la demande et aux côtés de la demande, aux côtés de la personne, des familles. Donc ça suppose de basculer d'une logique de l'offre à une logique de la demande, en se positionnant désormais sur la demande et aux côtés de la personne. Ça nécessite aussi, vis-à-vis de ces facilitateurs qui accompagnent ces personnes, d'avoir une posture de neutralité vis-à-vis de l'organisme qui porte ces dispositifs et vis-à-vis aussi de l'offre existante sur le territoire. Donc là, vous avez le schéma qui reprend, donc, qui repose sur le projet de la personne, mobiliser l'environnement de la personne autour d'elle, et donc les effets attendus, des réponses plus inclusives, majoritairement de droit commun, et construites au regard des choix de vie des personnes, une action sur l'environnement de la personne, donc on est vraiment dans la mobilisation de l'offre, des ressources qui existent dans l'environnement de proximité de la personne. C'est aussi de limiter le recours aux réponses institutionnelles systématiquement et de positionner les personnes et les parents en tant qu'auteurs et acteurs de leur projet de vie et de permettre aussi d'anticiper des situations de rupture de parcours. Donc, comme je vous le disais en introduction, l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté a fait le choix de s'appuyer sur l'expertise du CEFAD et du CREAI pour soutenir et accompagner le déploiement de chaque dispositif départemental d'appui à l'autodétermination sur notre région. Donc, je vais les laisser se présenter. Donc, nous accompagne pour le CEFAD, donc Monsieur Lécuyer, et pour le CREAI, donc Madame Bibouda, directrice, et Madame Jobard, qui est la chargée de projet sur notre territoire Bourgogne-Franche-Comté. Je vous donne la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Mathilde Bibouda et je suis donc la directrice du CREAI Bourgogne-Franche-Comté, comme le disait Madame Pierre, qui a été sollicitée par l'Agence régionale de santé pour appuyer sur notre région le déploiement des faciliteurs. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaissent déjà le CREAI, mais je vais en redire quelques mots pour que vous compreniez aussi pourquoi, voilà, pourquoi on intervient, pourquoi on est dans la boucle. Le CREAI, donc, on est une association avec pour objectif de mener des actions en faveur de l'autodétermination, du respect des choix des personnes, de leurs droits, de l'amélioration aussi de leur qualité de vie, de la qualité de leur accompagnement. Et donc les actions que l'on mène et que vous connaissez sans doute plus traditionnellement sont des actions surtout de formation, d'études, de journées d'études, etc. Mais depuis quelques années, on développe notamment en lien étroit et souvent dans le cadre de sollicitations de l'Agence régionale de santé, des projets assez spécifiques. Vous connaissez peut-être Intimagir, le centre ressources vie affective, sexuelle, soutien à la parentalité, lutte contre les violences, où là, il y a une première chargée de mission.
Sur ce projet du déploiement des faciliteurs, c'est une autre chargée de mission que nous avons pu recruter avec donc l'appui et le soutien de l'ARS en la personne de Karine Jobard-Garou, que je laisserai se présenter juste après, qui assure une mission donc d'appui ressources régionales au déploiement de ces faciliteurs sur les 8 départements. Donc, ce projet il s'inscrit quand même assez logiquement dans les travaux du CREAI de la région, de notre fédération hein, aussi, dans le sens où, comme je vous l'indiquais, c'est dans notre ADN de pouvoir, par différentes actions, et on est fortement convaincus, quand je dis on, c'est au niveau de l'ensemble de l'équipe, mais aussi de notre conseil d'administration, que le déploiement des faciliteurs sur la région va être une vraie plus-value pour faire avancer les projets de vie des personnes, si j'oserais dire, de vrais projets de vie, entre guillemets, en tout cas des projets de vie qui partent du plus près des attentes, des besoins, des envies des personnes en situation de handicap et de leur entourage, et qui ouvrent le plus grand possible le champ des possibles. C'est vraiment comme ça, en tout cas au sein du CREAI, qu'on perçoit le métier de faciliteur. Mais je vais laisser la parole quelques minutes à Karine pour qu'elle puisse se présenter et présenter rapidement ses missions en tant que chargée de mission appui ressources régionales. C'est un grand, un grand intitulé, mais dès qu'elle va vous le présenter, ça va vous paraître plus clair. Bonjour à tous, donc Karine Jobard-Garou, donc je suis là en tant que chargée de mission appui ressources du dispositif d'appui à l'autodétermination, donc auprès des 16 facilitateurs de choix de vie et de leurs 8 managers qui les encadrent sur la Bourgogne-Franche-Comté. Donc je suis également présente pour aider à harmoniser les pratiques et aider au déploiement national du dispositif, dont les enjeux sont vraiment de favoriser la montée en compétence des différentes parties prenantes autour du renforcement de la demande, comme on l'a vu, notamment pour soutenir la transformation de l'offre, donc comme a pu l'évoquer Mathilde juste avant. Parmi les missions de l'appui ressources, il y a également le fait de soutenir l'ARS dans ses priorités de santé publique, ce qui expliquait juste avant également Audrey Pierre. Donc voilà en quelques mots les missions dont je vous parlerai dans un second temps, là plus précisément du dispositif. Et avant cela, je vais laisser la parole à Christophe, Christophe Lécuyer du CFAD, qui vient également en appui auprès des chargés de mission appui ressources. Christophe, si tu veux prendre la parole. Oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Moi, je suis Christophe Lécuyer, je suis directeur de l'innovation auprès du Collectif France pour l'appui à la demande. Donc, je vais vous en dire quelques mots. Donc, le Collectif France pour l'appui à la demande, c'est une association qui est assez récente puisqu'elle date de mars 2022. Elle regroupe plusieurs opérateurs, associations, autres organisations, voire des fédérations, puisqu'on est à peu près plus de 60 aujourd'hui, avec des toutes petites associations qui sont de 3 ou 4 salariés jusqu'à des très grosses, par exemple la Croix-Rouge, mais aussi des fédérations comme Nexem ou la FISAF. L'ensemble de ces organisations s'engage à soutenir et renforcer la demande des personnes en situation de fragilité et l'idée de leur permettre de vivre selon leurs envies et leurs choix au sein de la société française. L'historique de la création de ce collectif, ça a été rappelé par Audrey Pierre tout à l'heure, de l'expérimentation qui a été faite en 2016 qui a donné lieu à la création de ce nouveau métier d'APPV. Et donc, toute la structuration de ce collectif s'est fait autour de cette idée de renforcement de la demande. Et donc, le projet du CFAD s'articule autour de valeurs fondamentales, mais qui sont partagées aujourd'hui par tout le monde. C'est l'engagement solidaire, c'est l'universalité, c'est la coopération, on en parlera tout à l'heure, et c'est l'émancipation. Les ambitions du collectif, c'est de changer de paradigme par la pleine participation des personnes en coopération avec les acteurs de la société. Donc, on s'inscrit en plein dans la Convention internationale des droits des personnes en situation de handicap. C'est aussi de promouvoir la pleine participation de ces personnes, l'effectivité de leurs droits et l'accessibilisation de la société.
Madame Pierre l'évoquait tout à l'heure aussi. C'est aussi devenir une ressource pour que le secteur médico-social engage sa propre transformation inclusive en réponse à la demande des personnes. Et enfin, c'est d'amener les demandes des personnes à devenir des forces de proposition pour la conception des politiques publiques. Je veux bien que vous changiez la slide. Donc il y a trois grands projets il y a 3 grands axes, pardon, dans le collectif. Il y a un premier axe qui est en lien avec ce qui est notre vision aujourd'hui. C'est nous, au CFAD, on a capitalisé l'expérience qui a été réalisée dans d'autres régions autour de ce nouveau métier et on vient soutenir l'appui aux ressources, là en l'occurrence le CREAI, pour qu'eux-mêmes puissent soutenir le déploiement de ces dispositifs. Donc, on est sur un déploiement des dispositifs d'assistance au projet de vie pour toutes les personnes en situation de fragilité dans toutes les régions françaises. On a un deuxième axe qui est de conduire la transformation de l'offre par l'adaptation de la réponse à la demande. Et enfin, on a un troisième axe de travail qui est de construire une labellisation certification des organismes de formation et des formations pour l'angle de la réponse à la demande. Et pour ça, il y a 7 groupes projets. Je ne vais pas tous vous les citer, mais par exemple, il y a un groupe projet qui s'appelle groupe projet Appui Ressources, qui vient là structurer tout le travail qu'on fait avec chaque chargé de mission Appui Ressources de chaque région. Voilà. Alors, on peut peut-être changer de slide si c'est possible. Oui. Et on va tout de suite vous expliquer un petit peu ce qu'est le dispositif d'appui à la demande. Mais avant ça, si vous le permettez, on va partir d'un exemple où on pourrait comparer le projet de vie de la personne à celui du projet de construction d'une maison. Donc, pour celles et ceux qui ont déjà fait cette expérience, ça va être peut-être plus parlant. Donc, c'est vous, en fait, le maître d'ouvrage qui fait construire votre maison. Donc, vous êtes le client et vous avez voilà, la possibilité, soit en tant que client, de passer directement auprès d'un constructeur hein, qui va à ce moment-là vous faire choisir selon l'offre dont il dispose de 2 ou 3 modèles de maison. Donc, vous aurez la possibilité de choisir quelques options, mais pas beaucoup, parce que principalement, toutes les maisons qu'ils vont vous proposer seront à l'identique. Et ensuite, le constructeur fera appel ou vous directement aux maîtres d'œuvre qui seront donc les acteurs qui vont réaliser le projet grâce à leur expertise. Il va y avoir le maçon, l'électricien, le plombier, etc. Donc, soit sinon, vous avez aussi la possibilité de passer par un architecte. Donc, c'est celui qui va représenter l'assistant à maîtrise d'ouvrage hein, et qui partira de votre demande précise. Donc, il va partir d'une page blanche hein, et il va vous poser plein de questions de tout type, hein, à savoir, est-ce que vous voulez un toit plat? Est-ce que vous voulez des tuiles? Est-ce que vous préférez une chaudière à gaz ou une chaudière électrique? Donc, il va remettre en question plein de choses de votre projet, mais ce n'est pas lui qui va décider ou faire à votre place. Il va vous amener à réfléchir sur la réglementation et vous allez devoir vous renseigner de ce qu'il est aussi possible ou non de faire. Et c'est ensuite vous qui irez voir les maîtres d'œuvre. Et c'est à ce moment-là que finalement l'architecte, soit il reste dans le circuit, soit il s'en écarte. Et c'est le client qui va prendre directement les opérations en main en passant par les maîtres d'œuvre, puisqu'il va présenter le projet qu'il a réfléchi et construit avec l'architecte. Donc voilà, pour imager finalement ces trois domaines, ces 3 champs différents. Donc je m'arrête du coup là sur cette métaphore, mais vous allez du coup mieux comprendre, j'espère, la place du facilitateur de choix de vie, où le maître d'ouvrage du projet, ça va être la personne en situation de handicap ou son aidant. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, ça va être le facilitateur de choix de vie qui soutient la personne et son aidant dans ses attentes, dans sa demande, dans l'expression de son projet. Et ce facilitateur va avoir une posture particulière parce qu'il va être vraiment à dissocier des autres acteurs du médico-social, hein, car lui, il va se positionner en dehors de l'offre hein, et de la mise en œuvre. Donc, il intervient en appui à la demande de la personne de façon complètement neutre et sans jugement. Et puis, les troisièmes opérateurs, ça va être les maîtres d'œuvre qui sont tous les acteurs experts du médico-social, de la santé et du droit commun.
Donc, si vous permettez, on passe à la slide suivante. Donc, pour vous expliquer concrètement ce qu'est le DA, c'est quoi le DA? Donc, c'est le dispositif d'appui à l'autodétermination, qui est un dispositif, donc vous l'avez compris, local. Hein. Il en existe donc un par département qui va être soutenu et porté par 2 facilitateurs par département. L'objectif étant que ces facilitateurs soient au plus proche de la personne et en soutien direct de la demande. Le DA donc, est financé par l'ARS et est disponible gratuitement sur sollicitation de la personne en situation de handicap ou de ses proches aidants à tout moment de la vie. Il peut être sollicité à tout moment de la vie et quel que soit le handicap de la personne. Donc, les caractéristiques qui sont importantes à noter, c'est cet aspect de neutralité et d'indépendance du dispositif, hein, parce qu'en effet, c'est pas parce que le facilitateur est localisé dans la communauté 360 d'une MDPH, par exemple, qu'il va pouvoir venir appuyer les demandes des personnes ou avoir une incidence sur le lien décisionnel avec la MDPH. De la même manière que si le facilitateur est positionné au sein d'une association, eh ben, la personne en situation de handicap n'aura pas d'obligation vis-à-vis de cette association. Donc, il y a vraiment cette neutralité et cette indépendance du dispositif qu'il faut bien avoir en tête. Et pour ce dispositif d'accompagnement, on opère, il s'opère en 3 phases. Hein. Donc, sur la slide suivante, vous verrez donc cet accompagnement démarre finalement quand la personne vient solliciter le facilitateur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est pas, on fonctionne pas par prescription, par un tiers. C'est bien la personne en situation de handicap ou sa famille et ses proches aidants qui vont faire une démarche volontaire. D'ailleurs, cette démarche-là, elle s'inscrit vraiment puisqu'il y a un engagement réciproque entre les 2 partenaires et il y a une signature d'une charte de coopération. Une fois que la charte est signée, eh ben, on passe dans une 2e phase où voilà, quand le projet est complètement clair, la démarche est claire et comprise par la personne en situation de handicap et à faire quoi elle s'engage. Donc là, on passe vraiment dans une démarche de soutien à l'élaboration vraiment du projet de vie de la personne. Donc là, qui va s'opérer en plusieurs temps. Donc ça part effectivement de l'expression de son projet, l'exploration aussi de toutes les ressources qui existent sur le territoire et en termes de droits. Et puis le repérage des acteurs avant la mise en œuvre du projet. Donc la durée de l'accompagnement, il est complètement variable selon la situation, le projet, la personne. Il peut s'agir parfois d'un accompagnement sur quelques semaines, comme il peut s'agir d'un accompagnement qui va durer plusieurs mois, voire même plusieurs années. La personne a aussi la possibilité de partir du dispositif quand elle le souhaite. Voilà, il y a vraiment, cette liberté-là. Et enfin, donc, la dernière phase, ça va être dédié là à la mise en œuvre du projet où le facilitateur ne fait pas à la place de la personne. Hein, on est bien d'accord qu'il est vraiment en soutien, mais ce n'est pas lui l'acteur du projet. L'acteur reste bien la personne en situation de handicap. Et tout ça, l'idée, c'est effectivement que derrière ça, il y a toute une mise en œuvre dans un système équitable de coopération qui s'opère. Mais là, on va en reparler un petit peu plus tard. Donc, quand on parle d'un projet de vie, c'est pas forcément un projet de vie dans sa globalité. On peut à la slide suivante. Donc, ça peut être aussi un projet de vie ponctuel ou en lien avec une demande spécifique. Donc là, vous voyez que tous les domaines de la vie sont possibles à explorer par là, c'est la première année, parce qu'il a été mis en ligne fin 2022. Excusez-moi. Donc, on a pris une année pleine. Donc, à partir de 2024, on peut faire des... Tu m'entends? Vous avez votre micro d'ouvert, vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît. Ah, bizarre. Madame Liégeon. Il a été mis en ligne fin 2022. Attendez, je vais essayer de voir. Du coup, à partir de 2024, on va pouvoir faire des comparaisons. C'est bon. C'est bon, merci. Alors, vous voyez peut-être plus mon écran. Du coup, non, il faut repartager l'écran. Je vais reprendre.
Ça devrait être bon là. Pas tout à fait, on l'a pas en grand, en grand. Ah, je l'ai en grand, moi. Alors, attendez. Voilà, presque. Merci, c'est bon. C'est bon? Donc, juste avant, avec les petits nuages, hein. Voilà, parfait. C'est bon? Donc voilà, ouais, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc parmi les projets possibles, en fait, il y a vraiment un vaste panel puisque ça va concerner tous les domaines de la vie. Et donc, c'est pas forcément le projet de vie comme on peut l'entendre effectivement dans l'écriture de la demande de la personne en situation de handicap. Ça peut être tout simplement d'aller accompagner une personne lors d'une ESS, hein. C'est pas forcément de parler à sa place, hein, sauf si effectivement c'est quelque chose qu'elle demande, mais ça peut être d'avoir déjà aidé la famille au préalable à structurer ses idées. Ça peut être également de l'épauler, donc physiquement, d'être présent lors de ces réunions qui sont très anxiogènes et très impressionnantes pour les familles, hein. Voilà, c'est vraiment ce rôle-là de soutien. Mais ça peut être aussi des projets bien plus concrets et divers, comme accompagner une personne en situation de handicap qui souhaite passer son permis de conduire, qui souhaite s'inscrire à une activité de boxe ou toute autre activité. L'idée étant vraiment de partir de sa demande et de pouvoir l'accompagner pour que la personne puisse aller justement vers ses attentes premières. Alors parfois, ça amène et ça va soulever d'autres attentes, d'autres questionnements, mais voilà, c'est aussi l'objectif, hein. Donc, vous l'avez compris, hein, notamment par rapport à cette slide-là, c'est que le facilitateur de choix de vie, ce n'est pas un expert de tous les domaines. Il est là pour partir de la feuille blanche de la personne qui a une demande particulière, mais il n'est pas du tout là pour expertiser quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment les missions des autres partenaires. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, tout ça s'inscrit vraiment dans une démarche d'un système équitable de coopération dont Christophe, si tu veux bien prendre le relais Oui. pour développer cette partie-là. Oui, avec plaisir. Donc, ça a été un peu traité, effectivement, tout ce qui a été conceptualisé autour du métier d'APPV, donc maintenant qui s'appelle facilitateur de choix de vie en Bourgogne-Franche-Comté, a été d'abord théorisé par un chercheur qui s'appelle Serge Ebersold, qui a la chaire accessibilité au CNAM Paris. Et donc, toute la partie initiale qui a été faite en 2016 a permis finalement de conceptualiser la différence qui existe entre une avancée qui était réelle en 2005 où la personne était au centre, puisque habituellement elle était nulle part. Donc, c'était intéressant qu'elle soit au centre de son accompagnement. Mais le fait de la mettre au centre de son accompagnement faisait aussi qu'elle emportait l'entière responsabilité et surtout que toutes les parties prenantes qui gravitaient autour, donc ça c'est la partie gauche du schéma, finalement, les demandes de ces parties prenantes n'étaient pas forcément entendues. Le mouvement conceptuel théorique qui a été porté par Serge Ebersold amène un changement de paradigme où c'est plus la personne qui est au centre, mais c'est son projet, ce qu'on appelle aussi le devenir, c'est-à-dire la finalité du projet. Et cette finalité de projet, elle doit être partagée par l'ensemble des partenaires. C'est-à-dire que lorsque la personne souhaite avoir une demande et donc dit « moi je veux qu'à terme être clac, clac, clac », il faut que l'ensemble des parties prenantes soient au courant et que l'ensemble des parties prenantes, dont la personne elle-même, puisse dire son besoin pour pouvoir parvenir et donc ce qu'il apporte aussi au projet. Si on prend l'exemple d'une ESS, tout à l'heure, Karine évoquait ça, si le projet de la famille, c'est de dire, moi, je veux une scolarité en milieu inclusif, c'est-à-dire en scolarité normale, il y a évidemment les parents qui vont être une partie prenante, il y a évidemment l'enfant qui est une partie prenante, mais il va y avoir l'école qui va être une partie prenante, il va y avoir un CESAD qui va être une partie prenante, une MDPH. Tous ces opérateurs ont un rôle dans la réalisation de ce projet et surtout tous ces opérateurs ont des besoins qui sont propres à eux et qui doivent être compensés, sinon le projet ne se réalisera pas. Et donc le changement de paradigme qu'il y a pu y avoir entre le modèle de gauche vers le modèle de droite, c'est une juste
équitable de coopération, une juste coopération équitable entre les besoins et les demandes d'une partie prenante et les besoins et les demandes d'une autre partie prenante. Et donc, forcément, dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, lorsqu'une école entend la demande de « je veux que mon enfant soit scolarisé », bah, l'école peut dire bah, « moi, pour pouvoir répondre à cette demande-là, il faut que moi j'ai un appui ». Et donc, ça peut être l'opérateur CESAD qui peut amener cet appui-là, et l'opérateur CESAD peut dire moi, pour répondre à cette demande-là, il faut que j'ai un appui de l'ARS financier, ou je veux. Et ce n'est qu'au résultat de l'ensemble des demandes qui sont compensées pour que le projet soit réalisé. Sur la slide suivante, merci Christophe. Du coup, vous avez bien compris que les missions du facilitateur de choix de vie, elles sont vraiment nouvelles, hein, et que ça ne s'inscrit pas dans un schéma qui reprendrait les missions des opérateurs spécialisés déjà existants. Le but n'est pas de remplacer le coordinateur de parcours, l'éducateur ou l'assistant social. Le facilitateur n'a pas ces missions-là. Le facilitateur, de par sa formation ou son expérience professionnelle, devra aussi faire un pas de côté sur sa formation d'origine et ses représentations de ce que la personne en situation de handicap puisse être en situation de fragilité, et qui est l'objectif étant de la protéger. On s'éloigne de ces notions-là, et on doit donc faire un pas de côté aussi par rapport à ces pôles de certitude, et faire l'effort de regarder la personne dans sa globalité, malgré sa situation de handicap, mais en tant que personne, et donc de ne pas la juger et d'agir de façon neutre. Et le facilitateur, dans son positionnement aux autres, hein, notamment les partenaires, amène à ce que ce pas de côté se fasse également de par les opérateurs de projet. Parce que, par exemple, le facilitateur ne va pas partager d'informations sans la présence de la personne. Il ne va pas pouvoir aller voir des collègues et demander des informations sur le dossier de telle et telle personne. C'est pas du tout cette démarche-là. Il va travailler sur le projet de la personne en situation de handicap, mais sans l'avoir évalué. Sans avoir idée de son passif et de ce qu'est la personne par rapport à sa situation de handicap. Il va vraiment partir de sa demande uniquement. Donc voilà, vous l'aurez compris, et ça on le verra justement dans la dernière slide, hein, c'est que le facilitateur soutient la personne dans sa demande et non soutient le projet en fonction de l'offre. Et voilà, c'est ce qu'on peut voir justement dans cette slide, où le facilitateur est bien positionné du côté de la demande de la personne. Il doit donc aider au développement du pouvoir d'agir et du pouvoir de décider de cette personne, en l'aidant à se réassurer, parce que c'est aussi ça toute la difficulté, c'est l'aider à se sentir légitime dans sa demande, même s'il y a plein de freins autour. Et du côté de l'offre, il va y avoir donc tous les experts des différents domaines, que ça soit des domaines de la communauté 360, en passant par les acteurs de la santé, du médico-social, de l'éducation nationale ou de l'emploi, qui travaillent tous sur un territoire donné. Donc, si vous voulez bien, moi j'ai fini là, et donc pour illustrer ce qui a été dit, voici juste une petite vidéo de 2 minutes qui a été réalisée par l'appui ressources de Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l'ARS. Et cette vidéo, elle est dupliquée et adaptée selon les territoires, les départements de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que c'est bon pour le lien ? On t'entend pas, Audrey. Je remets mon micro et Merci. je vous repartage la vidéo. Voilà. Vous entendez ? Oui. Le dispositif assistance au projet de vie, c'est quoi? C'est un service de proximité qui soutient les personnes en situation de handicap et proches aidants dans l'exploration, la formulation,
la formalisation et le pilotage de leur projet de vie et de leur devenir. Je pense qu'il faut que tu Il recoupes propose le un micro. espace de réflexion neutre pour tout type de public, quel que soit l'âge, le handicap, les attentes, les rêves. La personne pilote son projet de vie parce que chaque situation est unique, comme les personnes qui les vivent, avec leurs propres envies, leurs ressources, leurs besoins. La PPV, l'assistant au projet et parcours de vie, permet à la personne en situation de handicap et ses proches aidants de prendre en main son projet de vie en tenant compte des contraintes et des opportunités. D'identifier les ressources et les droits à faire valoir dans son environnement proche. Les personnes en situation de handicap et proches aidants coordonnent leurs projets et décident de ce qu'ils ont envie de faire. La PPV n'évalue pas la situation de handicap de la personne, ni son projet, et ne réalise pas la mise en œuvre. Le rôle de la PPV, c'est soutenir le projet de vie. Ouvrir le champ des possibles. Comment ? Le dispositif Assistance au projet de vie soutient la personne en situation de handicap et ses proches aidants sur tous les champs de la vie, quel que soit l'itinéraire choisi, vers le milieu ordinaire et ou le milieu spécialisé, pour faire des choix libres et éclairés tout au long du parcours. Le parcours est un processus dynamique, évolutif et adaptatif qui nécessite des réajustements. Chacun a le droit de se tromper, de s'appuyer sur d'autres partenaires en s'adaptant aux opportunités et à l'évolution des étapes du projet. Le dispositif Assistance Projet de Vie est complémentaire aux prestations des partenaires. L'assistant projet et parcours de vie, c'est une posture qui s'adapte aux besoins du moment et tout au long de la vie. Alors, je vous repartage le reste de la présentation. Pardon. Donc, sur le dernier volet de ce webinaire, je voulais vous présenter donc le déploiement de ces dispositifs d'appui à l'autodétermination sur notre région Bourgogne-Franche-Comté. Vous reprécisez les principes du déploiement régional. Donc, je vous le rappelais en introduction, un cahier des charges national avec une enveloppe régionale financière dédiée qui a été allouée aux ARS. Donc, on a un peu plus de 900 000 € pour déployer un dispositif départemental sur nos 8 départements. On vous l'a dit, l'ARS a fait le choix de recourir à l'expertise du CEFAD et du CREAI pour nous soutenir et soutenir notamment le porteur de ces dispositifs dans chacun des départements, donc sur 2024 et 2025. Karine vous le disait également, un déploiement d'un dispositif avec le recrutement de 2 faciliteurs dans chacun des départements. Donc ça nous fait 16 faciliteurs sur l'ensemble de la région. Un portage, on a fait le choix au niveau de l'ARS que ces dispositifs innovants soient portés par les communautés 360 pour faciliter aussi le repérage des personnes dans le paysage et le périmètre existant avec l'ensemble des opérateurs. On l'a peu évoqué, mais il me semblait important aussi d'évoquer que ces faciliteurs vont être formés, qu'il y a un certificat de compétences assistant au projet et parcours de vie qui est proposé par le CNAM. Donc, ils vont partir très prochainement en formation. Et donc, le cadre régional
retenues pour le déploiement de ces dispositifs. Le public cible, tout âge, tout handicap, avec le souhait d'avoir une communication particulière pour les 16-25 ans. Il y a une volonté de l'Agence régionale de santé de pouvoir cibler aussi tout particulièrement ce public pour les accompagner dans la transition enfance-adulte. Une priorité qui est donnée aux personnes ayant une reconnaissance MDPH. Et donc, en termes de modalités de saisie de ces dispositifs d'appui à l'autodétermination, une saisine directe avec un numéro spécifique. Donc, on vous donnera aussi voilà, les coordonnées de ces différents dispositifs sur chacun des départements. Ils seront disponibles très prochainement sur le site internet de l'agence. Et puis, on l'a rappelé tout au long de cette présentation, l'importance du positionnement de ces dispositifs et de ces faciliteurs en termes de neutralité par rapport à l'offre que peut proposer l'opérateur qui porte ce dispositif, notamment les communautés 360 et les gestionnaires qui sont coporteurs aussi de ces communautés 360, et d'une manière générale, l'offre de droit commun et l'offre médico-sociale. Donc concrètement, à l'heure actuelle, nous avons 11 faciliteurs qui sont recrutés, donc 2 dans Lyon, 1 sur la Côte d'Or, le deuxième est en cours de recrutement, 2 faciliteurs sur le département de la Haute-Saône. Les faciliteurs sur le territoire de Belfort sont en cours de recrutement. Sur le département du Doubs, on a déjà un faciliteur qui a été recruté. Le deuxième est en cours de recrutement. Sur le Jura, même chose, on a un faciliteur qui est recruté et donc le deuxième est en cours. Sur la Saône-et-Loire, nous avons donc 2 faciliteurs qui ont été recrutés et sur l'Asnières également 2 faciliteurs. Donc l'ensemble de ces faciliteurs vont partir prochainement en formation sur les formations qui sont ouvertes sur différents centres de formation au niveau France entière. Nous en avons terminé avec cette présentation. Je vais arrêter le partage d'écran. Et puis, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à lever la main. Madame Pierre, il y avait une question de Madame Forest qui disait, est-ce que ça veut dire que les anciens, donc les personnes qui sont appelées à PPV en dehors de Bourgogne-Franche-Comté vont aussi changer de nom? Je peux me permettre de répondre à ça sous l'angle du CFAD, justement. Non, ne changeront pas de nom parce qu'en fait, dans le cadre de référence du secrétariat général du SGCIH, le terme générique, c'est facilitateur de choix de vie, c'est le terme chapeau. Et en dessous, ce terme chapeau, il y a plusieurs termes qui sont acceptés. Il y a le terme APPV, il y a le terme MPI, médiateur de parcours inclusif, et il y a le terme facilitateur. Et donc, le secrétariat général du SGCIH a regroupé l'ensemble de ces termes sous le terme chapeau facilitateur de choix de vie, ce qui veut dire qu'il y a tous les termes qui sont possibles. Alors, j'anticipe peut-être une question. Vous avez raison, ce n'est pas fait pour clarifier les choses pour les personnes. Et donc, ça ne simplifie pas. D'ailleurs, ça a été une des remarques de la CNCPH suite au cadre de référence. La CNCPH a bien précisé qu'il fallait à terme utiliser qu'un seul terme. La seule problématique aujourd'hui, c'est que le terme facilitateur de choix de vie, donc il est bien clair au niveau du cadre de référence. Par contre, le terme APPV, il est celui qui est retenu pour le métier, puisqu'il a été déposé au RNCP. Voilà. Donc pour l'instant, je n'ai pas plus d'autres nouvelles par rapport à ces termes. Madame Dufis ?
Oui, merci. Alors, c'est plus une remarque. Merci pour la présentation d'abord. C'est vrai qu'on on est en plein dedans puisque nos deux facilitateurs sont arrivés récemment et Yann et Cynthia suivent d'ailleurs, je pense, avec attention le webinaire et sont prêts à pouvoir intervenir. Voilà, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je crois que c'est important de repréciser sur des éléments de langage. Je suis directrice de MDPH, on porte la communauté 360, on travaille beaucoup sur la notion d'accompagnement des personnes et je peux vous assurer aujourd'hui que nous travaillons aux côtés des personnes. Et je le dis aussi parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des directeurs de SMS qui sont là et qui interviennent. Et ça a été un point qui m'a chagrinée au départ et je voudrais lever cet irritant. C'est-à-dire qu'on dise qu'on travaille du côté de l'offre par opposition à la demande, du côté de la demande, pardon, par opposition à l'offre, j'entends, mais attention sur cette notion de le facilitateur travaille aux côtés des personnes, parce que nous travaillons tous aux côtés des personnes. Voilà, maintenant, et vous l'avez très bien expliqué pendant cette présentation, hein, les objectifs et les rôles sont différents, ils sont complémentaires. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant dans la façon dont on va communiquer sur ce métier. C'est un exercice qu'on va devoir bientôt faire avec nos collègues des ESMS. Et je pense qu'il faut qu'on soit prudent sur ces éléments de langage pour qu'on pose bien les fondements de cette complémentarité et qu'on ne commence pas avec une opposition qui n'existe pas en fait. Voilà. Et je trouve que c'est important de le souligner parce que cette petite phrase de le facilitateur travaille aux côtés des personnes, elle est susceptible d'amener de l'attention. Voilà, c'est tout. Merci. Oui, merci pour ces précisions. Effectivement, on n'est pas dans une opposition. Madame Jobard l'a bien rappelé, on est aussi dans un périmètre et dans un environnement avec des professionnels déjà existants. Donc, on n'est pas dans une opposition, une confrontation, on est vraiment dans une complémentarité. Alors, il est vrai que c'est un nouveau métier. Donc, il va falloir aussi que chacune d'entre vous, sa culture par rapport à ce nouveau métier, pardon, excusez-moi, que aussi chacun trouve sa place, hein, et c'est ça qui est l'enjeu auquel on va être confronté, c'est que ces facilitateurs puissent trouver leur place au milieu de cet écosystème, mais qu'aussi qu'on leur laisse aussi trouver leur place et œuvrer aussi avec la personne. Voilà, donc c'est important aussi, et c'était aussi l'objet de ce webinaire, que chacun sa culture aussi sur voilà, ces nouveaux dispositifs, ce nouveau métier, et qu'on puisse voilà, ensemble accompagner aussi cette évolution, ce nouveau métier, ce nouvel accompagnement auprès des personnes. Madame Forest? Oui, bonjour. Peut-être pour compléter le propos de... Alors, j'ai pas retenu son nom de la personne juste avant vous, responsable de la MDPH. Je n'ai pas vu passer, mais il y a un slide qui montre bien la complémentarité entre la COM 360 et les facilitateurs, que je trouve très explicite et qui peut être du coup voilà, aussi utilisé pour tout le monde, et qui montre bien qu'on est dans cette complémentarité et que d'emblée, il n'y a pas de l'un fait quelque chose, l'autre ne fait pas, et qu'on est vraiment dans cette complémentarité par rapport aux besoins des personnes. Donc, ça peut être aussi intéressant que ce slide soit ben, voilà, partagé avec tous ceux que vous avez déjà partagés, mais il est vraiment très explicite, je trouve, et élève toutes les questions ou les interrogations que les uns et les autres on pourrait se poser, quoi. Voilà, c'était tout. Merci Madame Forest. Madame Thirier?
Bonjour, merci déjà pour cette présentation très claire. Moi, j'avais une question sur, vous avez évoqué ce que c'est et ce que ce n'est pas, et notamment ce n'est pas un coordinateur de parcours. Et du coup, on retrouve quand même en tout cas dans les missions qui ont été évoquées, certaines missions qui, me semble-t-il, relèvent des coordonnateurs de parcours. Et du coup, je m'interrogeais sur la complémentarité éventuelle et l'articulation entre le coordinateur de parcours dans l'établissement médico-social et le faciliteur. Je peux peut-être répondre par rapport à l'expérience qui s'est déjà réalisée sur les autres régions. Vous avez totalement raison, Madame Thirier. Comme tout métier du médico-social, il y a des zones, ce qu'on appelle les zones grises, comme il peut y en avoir entre un éducateur de SAVS et un conseiller en insertion professionnelle. Il y a des zones où ils peuvent travailler sur des aspects différents, mais les mêmes choses. Ben là, de la même façon, vous avez raison, dans l'exercice d'élaboration de projet, ce n'est pas que dévolu aux facilitateurs de choix de vie. Le coordinateur de parcours peut avoir cette fonction. Un référent de parcours dans une institution a aussi cette fonction. Et l'idée, c'est que la personne puisse choisir justement avec qui elle souhaite travailler ces aspects-là. Sur moi, l'expérience que j'en ai sur maintenant les 6 ans d'ancienneté, même un peu plus, ça nous vieillit, de ce métier, c'est que certaines personnes ont fait le choix de travailler une partie de leur projet de vie avec un éducateur SAVS, d'autres ont fait le choix de faire cette partie-là, mais avec plutôt le facilitateur de choix de vie. D'autres ont sectorisé même la partie de travail. Donc, c'est vraiment, c'est du cousu humain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne identifie bien, et ça, c'est ça qui est important, le rôle et la redevabilité de chaque professionnel, après, la personne choisit. Ce qui est important, et c'est ce qui a été dit par Karine, c'est que la personne doit comprendre que contrairement peut-être à un coordinateur de parcours, elle ne fera pas la coordination de parcours. Ça veut bien dire qu'à un moment donné, elle saura que le métier de facilitateur s'arrêtera, parce que l'idée du facilitateur de choisir, c'est pas de remplacer les métiers existants, mais bien de les compléter, voire de les enrichir si c'est possible, pour que la personne ait un panel global de réponses. Merci beaucoup, c'est très clair. Merci. Monsieur Lebas. Bonjour à tous. Lilian Lebas, directeur d'un DAM au sein du Grand Besançon à l'hygiène sociale de Franche-Comté. J'ai écouté très attentivement du coup l'exposé sur les facilitateurs. Je me questionne beaucoup, du coup je suis directeur de SMS, sur ce qu'on sait déjà faire et sur ce que le facilitateur va apporter en plus et la lisibilité qu'on va donner aussi aux parents, aux jeunes qu'on accompagne. J'ai noté des 16-25 ans dans les ESMS sur leur parcours de vie. Tous les nuages qui ont été du coup mis en exergue, c'est des choses qu'on accompagne déjà sur les pas de côté et tenir compte en tout cas des attentes des parents, des jeunes qu'on accompagne. C'est des choses qu'on met déjà en place dans le cadre des projets individualisés, qu'on relève. Donc, à quel moment le facilitateur, du coup, va s'ajouter à un millefeuille qui est parfois complexe dans le repérage des personnes que l'on accompagne ou des parents. Voilà, comment est-ce que du coup ce facilitateur va émerger de façon positive au sein de nos dispositifs? Voilà, je me questionne beaucoup. Je signifie quand même que je suis membre de CDAPH, donc tout cet environnement de partenaires, je le maîtrise quand même assez bien. Je vais peut-être avoir un discours un peu dubitatif, mais évidemment que je serai impliqué dans cette démarche de déploiement. Mais voilà, je me questionne beaucoup à l'écoute de tout ce que vous avez évoqué et comment on apporte vraiment une vraie lisibilité dans ce qu'on sait déjà quand même faire et maîtriser dans les différents établissements et services. Est-ce que du coup, vous ciblez davantage un public en situation de handicap qui n'est pas accompagné, mais qui a une reconnaissance MDPH? Voilà, c'est des questions. Alors, je pense que ça va s'affiner, mais voilà, je me questionne beaucoup, en tout cas. Sur le public cible, on est sur tout âge, tout handicap. Donc, on n'est pas sur un public ciblé d'entrée, alors avec une attention particulière sur les 16-25 ans, puisque
On sait aussi l'importance de l'accompagnement du projet de cette transition enfance-adulte. Côté agence régionale, on a aussi beaucoup d'amendements Creton. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi porter une attention particulière pour ce public. Ça, c'est clair. Après, on est vraiment sur un dispositif et des facilitateurs qui sont ouverts à tous. Donc, tout à chacun peut le saisir dans sa volonté personnelle et dans sa volonté d'être accompagné dans un moment de sa vie personnelle. Donc, il n'y a pas une volonté de cibler quelque chose, un public prioritaire particulièrement. Après, si je peux me permettre de répondre aussi à cela, ce que j'ai tout de suite en tête, en fait, des retours d'expérience qui sont soit des jeunes en situation de handicap que l'on accompagne, mais on tient compte aussi de leurs capacités pour pouvoir leur proposer un projet qui est en correspondance avec ce qu'ils savent faire. Et on a eu quelquefois l'écueil de personnes qui sont sur le pas de côté, qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas tous les éléments de lecture d'un projet ou d'un parcours de vie global de la personne. Et pour le coup, on n'en tient pas compte et on est à côté de la plaque, entre guillemets. Et comment le facilitateur va avoir tous les éléments de lecture et de compréhension vous avez évoqué tout à l'heure l'écosystème global d'une situation, et il va pouvoir apporter les bonnes réponses du coup à cette personne-là ou à la famille, et qui ne soit pas dans une réponse, j'ai envie de dire, oui, j'ai envie d'entendre ça, donc on vous le dit. Et quelquefois, il faut savoir dire non, ce n'est pas possible. Ah, peut-être je peux prendre la parole et au risque de vous choquer, Monsieur Lebas, vous avez fait la réponse à la première question avec votre réponse de la deuxième question. C'est-à-dire que vous dites, on le fait déjà, et en même temps vous dites, il faut surtout pas, des fois laisser un peu dans l'illusion les personnes au regard de leur propre projet. Et bah donc, finalement, vous ne faites pas la même chose que nous, pour le coup, parce que c'est vrai, vous avez très bien pointé, Monsieur Lebas, une différence, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas d'expertise du côté du facilitateur de choix de vie, et donc dans ce cadre-là, ça peut donner lieu, au regard d'une expertise que vous détenez, Monsieur Lebas, à ce que un projet soit réalisé ou soit imaginé en dehors d'une capacité à réaliser ce projet. Et ça fait partie justement de l'expérimentation qui s'est réalisée en 2016. C'est-à-dire que pourquoi il y a eu cette création et pourquoi finalement Sophie Cluzel a souhaité déployer cette fonction-là, c'est que justement, et vous l'avez très bien dit, Monsieur Lebas, il y a un certain nombre de catégories d'experts qui sont en capacité de dire et de penser ce qui est important et ce qui est bien pour la personne. Et heureusement qu'ils sont là, parce que sinon, il y aurait plein de personnes qui iraient peut-être droit dans le mur. Et en même temps, il y avait une catégorie de population en situation de handicap qui voulait avoir une ouverture des champs des possibles et qui finalement voulait un peu plus loin que ce qu'était leur propre capacité et d'imaginer un champ des possibles différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'auprès de vous, Monsieur Lebas, peut-être qu'il y aura une facilitateur ou une facilitatrice de choix de vie qui va accompagner, qui va soutenir une personne concomitante avec le DAM que vous représentez. Peut-être qu'effectivement, le projet qui aura été décidé, la demande de la personne, ce ne sera pas forcément ce qui aura été décidé ou imaginé, en tout cas au regard des capacités de cette personne. Et peut-être que les besoins repérés pour réaliser ce projet-là va aller chercher d'autres partenaires, en plus des vôtres, et peut-être qu'à la fin du fin, ce qu'on pensait pas possible se réalisera quand même. Et c'est peut-être à ce niveau-là que l'expérimentation a montré que l'arrivée d'un facilitateur de choix de vie, et moi j'ai bien apprécié ce qu'a dit la directrice de MDPH tout à l'heure, ça ne s'est pas fait en opposition, ça s'est fait en complémentarité. C'est-à-dire que dans le système équitable de coopération dont j'ai voulu peut-être maladroitement vous présenter, c'est que l'identification des besoins de chaque acteur pour réaliser le projet, eh bien, une fois qu'il est posé, et ça je pourrais vous donner des multiples exemples au regard de l'expérimentation qui s'est passée, eh ben, ce qui était impossible, identifié en tout cas par des opérateurs, qu'ils soient droit commun ou médico-social, finalement est devenu possible parce que finalement on a tous fait un pas de côté et on est sorti de notre pôle de certitude et on a avancé dans le projet. Et donc ça répond à cet enjeu-là,
Alors, je me doute bien, Monsieur Lebas, que c'est impalpable aujourd'hui, puisque vous ne l'avez pas mesuré. Force est de constater aujourd'hui que dans la mesure d'impact social qui s'est réalisée, parce que vous doutez bien qu'on ne crée pas un nouveau métier comme ça sans mesurer les impacts, il a été montré que finalement, lorsque les facilitateurs de choix de vie sont installés, ça vient renforcer l'expertise et ça vient nourrir de manière plus précise l'enjeu des experts, donc médico-social, mais aussi droit commun, à des endroits très précis qui sont nécessaires pour le projet. Et donc, il y a une belle complémentarité qui s'installe. Et vous ne pensez pas que du coup, il aurait été quand même assez intéressant de pouvoir inscrire la dimension d'autodétermination, et c'est ça, c'est un sujet qui me plaît beaucoup, et d'inscrire du coup dans l'autodétermination quelque chose qui serait de l'ordre de la formation en fait initiale, pour justement amener de la lecture et de la compréhension auprès des professionnels qui vont se questionner par rapport à ça. Alors on va les acculturer, je suis bien d'accord, mais je pense qu'initialement, si on inscrit aussi dans les travailleurs sociaux une dimension de formation à ce qu'est l'autodétermination, même si on s'emploie dans les structures à pouvoir proposer ce type de formation ou de sensibilisation, ça permettrait aussi justement, peut-être, pardon du jeu de mots, mais de faciliter l'arrivée de ces nouveaux partenaires et de ces nouveaux faciliteurs. Et je pense que ça serait quand même quelque chose qui serait très intéressant pour le coup, parce que comprendre ce qu'est l'autodétermination et le développement du pouvoir d'agir, c'est un processus qu'il faut comprendre et qu'il faut s'appliquer à soi-même pour pouvoir l'appliquer aux autres et en comprendre le processus. Donc voilà, bon, c'est juste, et je vais arrêter de parler, mais je pense que voilà, former, sensibiliser aussi les différents acteurs sociaux, ça permettra aux facilitateurs de pouvoir s'inscrire pleinement dans, j'ai envie de dire, le parcours de vie des personnes qu'elles vont rencontrer. Si je peux me permettre de rebondir sur le sujet, peut-être en lien, au niveau du CREAI, on a un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'Agence régionale de santé. Et donc, il y a tout un axe sur le CEPOM 2024-2026 qui concerne la transformation de l'offre. Et donc, la transformation de l'offre, elle est là quand même pour mieux répondre justement à ces attentes, favoriser l'autodétermination des personnes. Et il y aura notamment à partir de l'an prochain un groupe de travail régional, donc qui sera financé par l'ARS, pour lequel d'ici la fin d'année, on fera un appel à candidature à l'ensemble des établissements et des services qui souhaitent y participer sur ces sujets d'autodétermination. L'idée étant, alors bien sûr, il y a des formations en parallèle qui sont possibles par tout un tas d'organismes de formation. Là, l'idée de ce groupe de travail, c'est de pouvoir réunir des établissements, des services plus ou moins avancés sur le sujet pour partager aussi leurs expériences, leurs retours d'expérience, les difficultés, les points d'avancée qu'ils ont pu rencontrer et aboutir sur l'année suivante à une journée d'études régionale aussi sur ce sujet de l'autodétermination. Donc, je pense que tout est lié, hein. C'est vrai que vous avez tout à fait raison, je pense, Monsieur Lebas, de souligner la nécessité, voilà, que chaque acteur, chaque partie prenante soit formée, sensibilisée à ces questions d'autodétermination. Bien sûr, et avant tout les professionnels, mais aussi les personnes elles-mêmes, hein, qui ne sont pas parfois dans cette habitude-là, les aidants, les familles. On a aussi, par exemple, toujours dans le cadre du CEPOM avec l'ARS, un séminaire de 2 jours pour justement qu'on organise avec les collaborateurs de l'ARS, des conseils départementaux, des MDPH, de l'éducation nationale, pour aussi rediscuter, repartager les fondamentaux de ces questions-là, autodétermination et transformation de l'offre. Donc, je pense qu'il y a vraiment ce processus des facilitateurs, de leur implantation en Bourgogne-Franche-Comté n'est pas un acte isolé, mais bien au contraire en lien avec d'autres actions de formation, de groupes de travail, de journées d'études, etc. Et c'est important, je pense, comme vous le rappelez,
voilà, que chacun parle vraiment de la même chose et l'autodétermination est bien le cœur du sujet. Oui, je vous rejoins effectivement, c'est un axe complémentaire hein, d'acculturation autour de cette autodétermination. Il y a effectivement ce groupe de travail qui va être mis en place. Je rappelle aussi dans le cadre des évaluations des établissements médico-sociaux, il y a une thématique forte autour voilà, de cette question-là, de l'autodétermination des droits des personnes. Donc, ça va aussi favoriser aussi la mise en œuvre de ces démarches dans les établissements et auprès de vos professionnels, ça c'est clair. Et l'autre axe aussi, puisque quand on parle aussi de l'expression des choix des personnes, c'est qu'est-ce qu'on met en termes aussi d'appui à la communication pour permettre l'expression aussi des choix, des attentes de ces personnes. Donc toute la dimension aussi, autre axe important qu'est la communication, le développement aussi de la communication alternative améliorée, la CA. Donc voilà, et je trouve que le déploiement aussi de ces dispositifs arrive à point nommé puisqu'on voit bien qu'on est dans un, voilà, dans un environnement aussi favorable puisque l'ensemble de ces démarches-là sont plus ou moins enclenchées auprès des opérateurs que vous êtes. Alors, effectivement, il y a aussi à aller chercher les acteurs de terrain, les professionnels, hein, et de les accompagner aussi dans cette évolution. Moi, je pense aussi, côté ARS, l'importance aussi de ces dispositifs, on l'a dit aussi, un réel levier aussi en termes d'évolution de la transformation de l'offre, mais aussi, je pense aussi sur toute la dimension aussi de l'environnement inclusif et de notre société inclusive. Ça veut dire que moi, j'entends aussi auprès des organismes gestionnaires qui nous disent on ne peut pas être seul à développer et participer à une société inclusive. On n'a pas tous les leviers. On ne peut pas mettre la charge de cette société inclusive uniquement sur le secteur médico-social. Clairement, pour moi, c'est aussi ce faciliteur, un levier, un partenaire sur lequel on doit s'appuyer pour permettre aussi aux acteurs de droit commun de se mobiliser et de monter en compétence sur l'accueil de ces personnes, à travers notamment l'accompagnement des personnes en situation de handicap dans la mise en œuvre de leurs projets. Donc moi, c'est un vrai levier aussi pour moi sur ce côté de la société, rendre la société plus inclusive. Et là, on est vraiment en proximité aussi de l'environnement de la personne. Donc, il y a un réel enjeu. Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a trouvé intéressant, pertinent, de faire porter aussi ces dispositifs aux côtés des communautés 360, qui ont aussi ce rôle-là et ces missions-là. Je vois qu'il y a d'autres mains levées. Madame Schnell. Oui, bonjour. Donc Muriel Schnell, directrice du dispositif IEM APF France Handicap de Belfort. Alors, je souhaitais un peu rebondir sur les échanges entre Monsieur Lécuyer, Monsieur Lebas. Moi j'ai Monsieur Lécuyer, ce que vous avez décrit dans la fonction du faciliteur, c'est ce que font nos coordinateurs de parcours et de projet. Voilà. Depuis 2014, APF France Handicap, lors justement de la transformation de l'offre. Ce que je souhaitais un peu évoquer aussi, c'est deux faciliteurs pour, je ne sais pas combien on a de jeunes, 16-25 dans le territoire de Belfort. Ça me semble peu, hein, mais c'est toujours un début, donc tant mieux, hein, pour accompagner ces jeunes et leurs familles. Et puis, moi, ce qui me manque, mais Madame Bibouda l'a dit aussi, et Monsieur Lebas aussi, c'est les personnes concernées. Est-ce que ce sont... Alors, ce qu'on a mis en place, alors c'est juste pour imager un petit peu mon propos, on a mis en place, nous, des pairs experts, justement, qui interviennent dans la situation aux côtés des coordinateurs de parcours et de projets, et qui sont là
pour aider le jeune dans son projet de vie, dans la globalité, hein, le petit nuage que vous avez montré à tout niveau. Et je me dis, ces pairs experts, ils sont indépendants. Moi, ce qui me questionne, c'est que là, vous avez quand même des personnes qui sont recrutées, qui ont un contrat. Alors, je ne dis pas que la MDPH va avoir telle ou telle, que les MDPH vont avoir telle ou telle action, mais il y a quand même cette indépendance va manquer puisque vous êtes lié à un contrat, et comment ces facilitateurs vont pouvoir se positionner face peut-être à quelque chose qui sera peut-être contraire aux décisions d'une communauté 360, d'une notification MDPH. Voilà, comment l'expérience que vous avez, Monsieur Lécuyer, a pu, est-ce que vous avez eu ces situations-là à gérer? Voilà. Bonjour Madame Chanel, vous avez raison, c'est une des complexités dans lesquelles on plonge ces salariés, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a un vrai risque psychosocial s'ils ne sont pas accompagnés, et s'ils n'ont pas à la fois une communauté de pratique où ils peuvent échanger entre elles et eux, et si les managers de ces dispositifs ne sont pas eux-mêmes formés par rapport à ça. Je vais vous donner un exemple. Donc, en Nouvelle-Aquitaine, le choix a été fait par l'ARS que ce ne soit pas porté par les communautés 360 ou les MDPH, mais plutôt par des organismes gestionnaires. Ça ne change rien au problème que vous évoquez, puisque de fait, un organisme gestionnaire fournit des prestations à lui-même des établissements ou des services, et donc pourrait être tenté, à tort ou à raison, de dire ben non, mais pour telle ou telle personne, j'ai la solution qui pourrait être totalement adaptée au projet de la personne. Et en l'occurrence, je parlais de ma crèmerie, j'allais dire. Donc moi, je suis salarié en plus de Trisomie 21 Nouvelle-Aquitaine, et il y a 11 facilitateurs de choix de vie chez nous. Dans plusieurs projets, au moins dans un, en tout cas, il y a eu une personne qui a souhaité exercer un droit de recours par rapport aux prestations proposées par ma propre association, et donc a souhaité travailler sur finalement un recours aux prestations, c'est-à-dire à dénoncer auprès de l'ARS des choses qu'il ne considérait pas normales. Et donc là, se posait forcément un cas d'école, puisque de fait, est-ce qu'on était salarié de Trisomie 21, donc on défendait notre crèmerie, ou est-ce qu'on était aux côtés de la personne et on travaillait avec lui sur les droits et les possibilités d'avoir des recours. Et moi, en l'occurrence, lorsqu'on a travaillé ces éléments-là à Trisomie 21, moi, je ne rendais compte à personne. Je ne rendais pas compte à un directeur général, je ne rendais pas compte à... Donc, j'avais un côté seul, mais d'un autre côté, j'avais aussi toute légitimité de ma gouvernance et de ma direction de faire ce genre de choses. Et donc, il y a eu un travail qui a été fait avec la personne sur tous les recours possibles. Le premier recours, c'était évidemment d'aller voir le directeur général et d'écrire un courrier. Le deuxième, c'était auprès du président. Le troisième, auprès du défenseur des droits, pour ensuite, il y avait après le dernier recours qui était les tribunaux. Ça n'a pas été jusque-là, ça s'est arrêté au président. Un travail a été fait après en dehors de l'APV entre les opérateurs, mais vous voyez, pour vous dire qu'il y avait une herméticité qui a été travaillée. Jamais on est venu me voir en disant est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé, moi comment je peux faire? Non, il y a eu un travail auprès de la personne pour identifier tout l'exercice du droit qu'il pouvait avoir, et ensuite l'opérateur, qui était aussi mon employeur, a traité directement avec la personne pour pouvoir identifier la zone sur laquelle ils estimaient être lésés dans les prestations fournies. C'est un cas d'école, mais je pense que là, pour le coup, je vais parler plus généralement sur la Nouvelle-Aquitaine. Il y a bientôt 20 organismes gestionnaires qui portent des APPV. Ces 20-là ont créé une modalité de telle façon à ce qu'il y ait une herméticité entre les prestations fournies et l'opérateur. Et le travail qui va être réalisé en Bourgogne-Franche-Comté, via le travail de Karine, va être la même chose auprès de chaque opérateur. C'est comment on garantit cette herméticité. Moi, je pense à une situation, par exemple, où on pourrait imaginer qu'une personne souhaite un recours auprès de la CDA parce qu'il estime que son choix n'a pas été entendu. Et donc, si l'opérateur qui porte le facilitateur est aussi une MDPH, il va falloir qu'effectivement on traite une forme d'herméticité pour que la personne puisse exercer son droit à recours sans avoir une influence.
j'ai aucun doute parce que dans tous les opérateurs qu'on a vus avec Karine, ils ont tous cette idée-là de bien faire attention à ce que on dissocie le rôle du facilitateur dans ces missions telles qu'ils ont été décrites du rôle du porteur de ces faciliteurs que peuvent être des MDPH ou des organismes gestionnaires. D'accord, merci. Madame Collin? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, j'ai rallumé. Voilà, j'ai rallumé caméra et micro. Bonjour, moi, parmi les questions que je me posais par rapport au public cible 16-25 ans, je me posais la question de savoir quelle articulation est prévue ou comment est pensée la complémentarité en fait entre les faciliteurs et le PCPE 16-25 ans. Ce sera à construire. Ce sera à construire au niveau des différents départements en lien avec ces faciliteurs. L'objectif, c'est qu'on soit vraiment sur une complémentarité. Donc, que le dispositif, la PCPE 16-25 ans, puisse voir et proposer, si certains jeunes souhaitent être accompagnés par des faciliteurs, qu'on ait vraiment une complémentarité d'action entre ces deux dispositifs. C'est pas très clair pour moi en fait, parce que, enfin, pour le moment, bon, à voir et à construire effectivement, hein, Madame Pierre, mais c'est pas très clair pour moi. En fait, j'ai du mal à voir comment ça s'articule, alors que le PCPE justement, en première intention, travaille au moment de l'arrivée du jeune sur le PCPE, en fait, travaille justement avec lui sur alors, soit on a des jeunes qui arrivent avec un projet, un ou des projets d'ailleurs, ou un projet de vie qui est défini, et lorsque ce n'est pas le cas, travail sur une remobilisation ou une définition de ce projet-là. Voilà, et du coup, moi, ce que j'ai compris, c'est que les faciliteurs, ils se positionnent là aussi. Et puis après, en deuxième intention, c'est que quand il s'agit d'aller travailler sur la mise en place du projet et d'accompagner le jeune dans la mise en place de son projet, justement, le recours au droit commun et le recours à l'existant dans l'environnement proche du jeune, etc. C'est la règle, pour moi, c'est la règle du PCPE. Voilà, c'est la règle de fonctionnement et le mot d'ordre du fonctionnement des PCPE. Et voilà, en sachant par ailleurs que nous, je dirais 9 jeunes sur 10 qui arrivent au PCPE, justement, à une demande de droit commun et non pas une demande de réorientation sur un établissement spécialisé. Donc, du coup, voilà, j'ai un peu du mal à voir là. Voilà, comment ça va s'articuler du coup. Peut-être que je peux aussi parler de l'expérience, je ne sais pas, Madame Pierre, si Oui, je vous en je prie. peux pas vous. Ça a été un des grands sujets lorsque ça a été déployé, Madame Collin, vous avez raison, sur l'articulation PCPE. Alors, je vais parler des PCPE en général et peut-être pas forcément le 16-25 que je connais sûrement moins bien que vous. PCPE et donc assistant au projet de vie, puisque c'est comme ça que ça s'appelait en Nouvelle-Aquitaine. Parce que évidemment, l'un peut intervenir assez rapidement, notamment dans le cadre de prestations ponctuelles via des prestations du PCPE. Alors, il y avait deux façons d'articuler et finalement, c'est ce qui s'est fait le plus facilement entre le PCPE et le facilitateur de choix de vie. Pourquoi? Parce que, alors, en tout cas, sur la région que je connais bien, la problématique des PCPE, c'était de dynamiser une file active. C'est-à-dire que souvent, l'ARS pouvait reprocher au PCPE qu'il y avait une forme de NAS qui se créait parce qu'une fois que la personne était en PCPE et bénéficiait de prestations, elle avait du mal à sortir de ces éléments-là. Et ce que les PCPE disaient, c'est que mettre en place des prestations ponctuelles en mobilisant soit des infirmières, soit des prestations de droit commun, ça, ils pouvaient faire. Après, souvent, une fois que les prestations étaient réalisées, il y avait toute la partie élaboration de projet de vie qui venait emboliser aussi le temps du PCPE, alors que ce n'était pas forcément, en tout cas de leur point de vue, hein, moi je ne parle pas du vôtre, ce n'était pas forcément leur cœur de métier. Leur cœur de métier, c'était vraiment de mobiliser des prestations. Et ce que nous demandait le PCPE, c'était justement lorsque la phase un peu urgente de mise en place, soit de répit, soit de prestations de compensation était mise en place et que les personnes pouvaient à ce moment-là plus se poser pour imaginer leur projet de vie, pour imaginer leur projet, et le relais
auprès d'un opérateur tiers, qui pouvait être un facilitateur, mais qui peut être aussi d'autres métiers, était intéressant parce que ça leur permettait de prendre quelqu'un d'autre et de mobiliser encore des prestations pour d'autres. Donc ça a été une première chose qui a été plutôt bien appréciée. Et dans l'autre sens, ce qui s'est passé aussi, c'est que sur certains départements, pas sur tous, les facilitateurs de choix de vie ont été vus comme une bouffée d'oxygène, comme si soudainement c'était la réponse à tout. Et donc tous les cas un peu complexes, un peu critiques, étaient envoyés auprès des facilitateurs de choix de vie, alors que vous l'avez bien compris dans notre présentation, ce n'est pas forcément leur cœur de métier. Je ne pense pas, moi, et là c'est très personnel, qu'une personne peut être en capacité à travailler son projet si elle est au fond du seau et qu'elle est avec déjà une problématique de répit ou une problématique urgente. Et là, clairement, c'est le PCPE qui a un rôle de venir solutionner très rapidement et de poser un cadre prestatif qui permet de rassurer un peu l'ensemble des parties prenantes. Et c'est seulement parce qu'il y a eu une intervention active et rapide du PCPE que après les personnes ont pu se dire bon, bah, ok, maintenant comment j'imagine mon projet. Et donc ce qui a été fait, c'est que bien souvent lorsque les facilitateurs de choix de vie étaient mobilisés, une des premières choses de travail sur l'identification des ressources, ça a été le PCPE, justement, parce que ça a permis, dans certains cas, de se dire bon, bah, je ne suis pas prêt à travailler mon projet aujourd'hui, tant que je n'ai pas cette réponse-là, je ne peux pas. Et donc, il y a eu un travail très rapide avec les PCPE pour justement poser ce cadre, pour ensuite que la personne utilise le facilitateur de choix de vie pour travailler le projet différemment. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est clair. Et effectivement, ça fait quoi toutes ces situations hyper dégradées là, de jeunes qui se retrouvent avec une mise à la rue ou des choses comme ça. Effectivement, en ce sens-là, ça peut avoir du sens. En effet, en effet. Ouais, merci. Madame Rimbaud? Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Je voulais effectivement faire une petite remarque peut-être sur le fait que par moment, lorsqu'on accompagne les projets, quelle que soit la place qu'on a dans le secteur médico-social ou social, on peut avoir un peu l'impression qu'il y a des dispositifs et des ressources qui sont de plus en plus nombreuses, avec une lisibilité qui n'est pas forcément évidente. Là où on a l'autodétermination, toute la mouvance à laquelle on ne peut qu'adhérer, mais où on se rend compte que finalement, dans le projet, c'est peut-être plus les moyens disponibles et l'offre disponible qui va déterminer la suite que réellement le choix ou l'autodétermination de la personne quant à ses souhaits pour sa propre vie. Et peut-être une petite frustration en ce sens-là d'avoir un peu l'impression d'avoir encore une ressource supplémentaire, mais pour aller mobiliser quels moyens et quelle offre, là où on a parfois ce sentiment que cette offre, elle est clairement manquante et que les moyens disponibles ne sont pas suffisants pour ouvrir le champ des possibles, à la fois sur de l'innovant, mais aussi sur du très traditionnel. Effectivement, l'enjeu aussi effectivement de ces facilitateurs, c'est qu'à terme, ils vont faire émerger effectivement des nouveaux besoins et donc de la construction de nouvelles réponses, clairement. Donc ça veut dire que derrière, il va falloir adapter, faire évoluer l'offre. Donc il y a aussi, nous, côté Agence régionale de santé, le souhait de pouvoir évaluer aussi l'activité de ces dispositifs et de faire remonter aussi et de mettre en lumière effectivement cette inadéquation entre la demande et l'offre et de pouvoir après agir sur cette évolution et transformation de l'offre. Si je peux me permettre, avec plus d'appui aussi sur les acteurs dits de droit commun, encore plus qu'à l'heure actuelle. C'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que cette société inclusive, cette réponse à ces attentes, elle ne peut plus porter uniquement sur le secteur social et médico-social, mais c'est aussi comment ce secteur, ces professionnels, cette expertise viennent en appui des acteurs dits de droit commun, de l'école, du sport, de la culture, des entreprises ou je ne sais qui d'autre. Donc l'offre, elle va aussi, elle devrait aussi émerger, s'adapter du côté de ces acteurs-là.
Du coup, j'entends, puis je vous remercie pour vos réponses. Après, c'est une façon, voilà, de faire remonter que finalement, ces besoins-là, on les fait tous remonter à de bien différents niveaux depuis longtemps, qu'il y a déjà eu de multiples études, publications d'associations ou d'institutions qui ont fait remonter les difficultés, et que du coup, voilà, on a un peu le sentiment qu'on recrée une petite, voilà, quelque chose qui n'est pas inintéressant, mais qui est peut-être un peu sous-dimensionné par rapport aux attentes que peuvent avoir à la fois les personnes concernées dans les choix qu'elles souhaiteraient faire et à la fois les professionnels qui les accompagnent déjà. Mais voilà, je ne vais pas faire de polémique et j'entends bien que vous en avez conscience. Mais du coup, ça peut créer cette petite frustration et cette idée de finalement, là où on attend pas des révolutions, mais presque, mais en tout cas des réponses fortes, on obtient une réponse peut-être un peu sous-dimensionnée par rapport aux attentes. Voilà. Merci. Madame Dufis, vous souhaitiez aussi rajouter quelque chose? C'est rebondir par rapport à ce que disait Madame Rimbaud. Effectivement, Audrey, tu disais ça va peut-être permettre de faire émerger une nouvelle offre ou de nouveaux besoins, mais en tout cas, ça va aussi faire ressortir des besoins qui sont déjà identifiés. Et on sait très bien qu'on a des situations pour lesquelles on est en difficulté parce que l'offre n'existe pas ou n'est pas suffisante. Moi, je mets un tout petit bémol sur le public cible des 16-25 parce que c'est déjà un public sur lequel on travaille de façon assez pointue et que la question des amendements Creton, souvent, elle est quand même liée, en tout cas pour ce qui est de la Haute-Saône, à la question de l'offre et des places qui sont manquantes. Donc, dans ce cas de figure-là, je ne vois pas le rôle du facilitateur et je pense qu'il ne faut pas... voilà, il ne faut pas qu'on se trompe sur le rôle du facilitateur dans ces situations-là, si on parle spécifiquement des amendements Creton. Voilà, 16-25 plus large, c'est autre chose, mais sur la question des amendements Creton, voilà. Et donc, c'était juste pour dire que je suis assez d'accord avec Madame Rimbaud. Enfin, pour moi, il y a deux choses. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire du côté des facilitateurs, clairement, et sur la question de l'autodétermination. Mais il faut être clair que aujourd'hui, sur la question de l'offre, peut-être qu'il y a des choses qui vont émerger, mais il y a des choses qui sont déjà quand même bien identifiées et on n'attend pas après les facilitateurs pour pouvoir faire remonter ces besoins. Après, je nuancerais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect des amendements Creton, parce que je pense qu'il y a quand même à se re-questionner sur les projets de vie et sur la parole des personnes. Parce que moi, j'ai en tête des situations où voilà, des jeunes finalement demandent une orientation sur une structure adulte alors que ce n'est pas leur choix, c'est le choix des parents. Clairement, je pense qu'on l'a tous en tête, tous étaient voilà, confrontés, beaucoup sont en demande aussi d'hébergement en milieu ordinaire, etc. Donc voilà, après, je ne dis pas qu'on n'y répond pas forcément, mais je pense qu'il y a aussi à re-questionner, repositionner aussi voilà, le projet de vie, les souhaits, l'expression de ces personnes. Et puis, on l'a dit, il y a un acteur aussi qui n'est pas là dans ce webinaire, mais qui est l'aidant et la famille, clairement, notamment pour ces jeunes. Quand on parlait aussi d'acculturation et de formation, voilà, comme dans toutes les questions aussi autour de la vie affective et sexuelle, il y a aussi ce partenaire primordial qui est aussi la famille, les parents, quand on évoque aussi l'accompagnement de ces jeunes adultes. Donc, je pense que voilà, il y a effectivement beaucoup de choses qui sont faites aussi, mais résumer le fait des amendements Creton à une réponse uniquement de place adulte, je trouve que c'est une analyse un peu simpliste, je dirais. J'irai un peu plus loin, même Pierre. Enfin, sous réserve de mon information, je crois qu'il n'y aura plus du tout de création ou très peu de création à part les 50 000 nouvelles solutions, ou au moins sur l'année 2024, il y aura peut-être des créations de places. Mais globalement, ce n'est pas la volonté politique de créer des places supplémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune sous amendement Creton qui a, je ne sais pas, 23 ans, 24 ans dans un établissement d'enfants, il y a peut-être un autre projet à créer parce que de toute façon, il n'y aura pas de place.
Donc, soit on accepte le fait qu'il va rester très longtemps dans un établissement d'enfants alors qu'il devient un adulte, voire un adulte âgé, ou soit on essaye de travailler le projet autrement. Je ne doute pas du tout non plus que les MDPH ou les professionnels des établissements travaillent ce projet, ça c'est évident. Par contre, forcément, à partir du moment où on est MDPH ou on est professionnel de l'établissement, si on dit qu'on veut travailler le projet, de la part des parents de la personne, ça veut dire qu'on veut nous virer. Et donc, ce n'est pas facile de travailler ce projet avec cette teinte-là. Et peut-être qu'à l'arrivée d'un tiers qui n'est pas teinté justement par tout ça, amène une exploration d'un autre projet qui pourrait être peut-être possible. Et ça, c'est pareil, j'ai pu le vérifier sur les 6 années d'expérimentation. On n'a pas solutionné l'entièreté des crotons, loin de là, mais au cas par cas, sur certaines situations, mais aussi dans des PAG par exemple, il y a eu ces situations qui ont été trouvées. Et lorsque la place de l'établissement finalement s'est fait jour, puisqu'ils avaient gardé quand même leur inscription, et ben, ils l'ont refusé parce que finalement, ils avaient trouvé un autre type de solution qu'ils n'avaient pas imaginé au départ et qui finalement comblait bien leur satisfaction puisqu'ils ont refusé la place en établissement. Alors, ce n'est pas idyllique, mais si par-ci, par-là, il y a 2, 3 personnes, 4 personnes, voire un peu plus, qui trouvent un autre projet, ça peut être intéressant. Madame Brandado? Oui, bonjour. Lauriane Prandato, je suis la responsable régionale de l'offre de service pour APF France Handicap Bourgogne-Franche-Comté. Moi, j'avais quand même une question sur la temporalité de la montée en charge du dispositif qui est interconnecté avec un peu tout ce qu'on a pu évoquer là. Donc, si je comprends bien, le facilitateur, pardon, est un peu un service client, entre guillemets, de l'usager et de ses proches aidants qui va venir chercher en fait les différentes prestations qui peuvent répondre aux attentes et aux besoins de l'usager. Ça demande de connaître très bien les prestations qui sont proposées sur les différents territoires, donc d'avoir une cartographie bien complète. Ça demande aussi un lien plus avec les différents acteurs associatifs ou autres sur le territoire. Mais je me pose la question aussi, aujourd'hui, on est dans un système de notification pour orienter les usagers. Comment ça vient s'articuler avec ces notifications MDPH? Et puis, je repose quand même la question de la prestation. Comment le facilitateur va faire si à un moment, on n'est pas dans la même temporalité entre l'attente de l'usager ou de sa famille sur telle ou telle prestation qui n'existe pas encore ou qui est, entre guillemets, encombrée, exemple, les hébergements. Alors j'entends qu'on re-questionne, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'hébergement? Est-ce que c'est vraiment le souhait de la personne? Mais comment on assure derrière si l'offre n'a pas suivi en termes de transformation? Et donc je suis curieuse du retour d'expérience que vous avez pu avoir sur les autres régions. Oui, avec plaisir. Alors déjà, à votre première question, si vous pouvez me la rappeler, parce qu'il y avait 2 questions. J'ai peur de dire une bêtise. La première, alors s'adresse peut-être plus à Madame Pierre, c'est la question de la temporalité de la montée en charge. C'est-à-dire qu'on voit bien que le facilitateur doit se coordonner aussi avec oui, tout la dynamique de transfo de l'offre. Alors, avant, Madame Pierre, peut-être que vous répondrez. Ce qui est sûr, c'est que la montée en charge, elle est assez disparate selon les territoires et selon l'offre de services qui existe. Sur les territoires, finalement, où il y avait une offre de services faible par rapport au taux d'équipement, la montée en charge a été très forte. Pensant, peut-être à tort, que finalement, la PV, donc le facilitateur de choix de vie, allait répondre à tout, ce qui est évidemment impossible. Mais par contre, ça a pu permettre, en tout cas pour une grande partie, à travailler le projet différemment et à penser leur projet en dehors de l'offre existante. C'est-à-dire, je veux travailler, ce n'est pas l'ESAT forcément. Je veux travailler, ça peut être quelque chose de très hybride, avec du bénévolat, avec du travail en ESAT, avec du travail en milieu ordinaire. Et effectivement, on se retrouve des fois confronté avec une offre qui existe et qui est instituée,
encore une fois, quand je parle d'offre, ce n'est pas que du médico-social, ça peut être du droit commun. Et finalement, ne répondant pas à l'objectif du projet de la personne. Et donc là, c'est comme quand on reprend l'exemple de Karine avec l'architecte, soit votre électricien n'est pas en capacité de faire ce que vous avez imaginé sur le plan et vous allez chercher un autre électricien, et soit il n'y a aucun électricien qui est capable de le faire, et soit vous changez votre projet, ou soit vous allez proposer à un électricien de dire, ben, allez, on se fait un challenge et on essaye de faire autrement. Et donc, dans les exemples moi, que j'ai pu avoir, je peux vous en donner un, c'est un jeune homme qui avait 23 ans et qui était en foyer occupationnel et qui a décidé, il avait la volonté de travailler. Pourquoi il était en foyer occupationnel? Parce que suite à un IME, il avait été creton jusqu'à 22 ans et globalement, l'évaluation qui avait été faite, et là ça rejoint ce que disait M. Lebas tout à l'heure, faisait qu'il n'avait pas ni appétence ni capacité de travail. Donc, finalement, l'occupationnel était beaucoup plus cohérent au regard de son projet et finalement, ça avait été accepté par la famille et la personne, il n'y avait pas de problème là-dessus. La personne a été donc en foyer et exprimait dans son projet personnalisé l'envie de travailler et donc, à juste titre, le foyer disant mais ça ne fait pas partie de ses prestations. Enfin, en tout cas, sur le papier. Et donc, il y a eu une fin de non-recevoir. À ce moment-là, il y a eu la PPV qui est arrivée. La PPV a déjà identifié ce que ça voulait dire travailler pour lui, parce que ça tombe, on peut avoir des imaginaires un peu différents chacun. Et il s'est posé que cette demande a été reformulée par la personne auprès de l'établissement avec la PPV. Et il a été travaillé, c'est-à-dire, bah, bon, ok, vous ne le faites pas, mais qu'est-ce qui fait que vous pourriez le faire? Et donc, ils ont dit non, on ne le fera pas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est, ce qui avait été décidé avec la famille, c'est qu'à ce moment-là, il soit 2 jours par semaine en dehors de l'établissement, donc dans sa famille, pour pouvoir le faire. Sauf qu'il y avait un problème, c'est qu'avec l'aide sociale à l'enfance, ils avaient une impossibilité d'être plus de 30 jours en dehors dans l'année, en dehors de l'établissement. Sinon, c'était le paiement de l'établissement qu'il fallait faire avec les deniers des personnes. Et donc là, on a fait rentrer un autre opérateur qui est le conseil départemental sur est-ce qu'il peut y avoir une dérogation, au moins sur cette personne-là, pour pouvoir sortir la personne, ce qui a été accepté par le financeur. Et donc, il y a eu un travail du projet professionnel, mais en dehors du foyer. Ce qu'on n'imaginait pas à ce moment-là, c'est que non seulement ça a été travaillé, mais en plus, il y a un employeur qui a dit « Ok, banco, on y va ». Et donc là, se posait un autre problème parce que il a fallu travailler le projet professionnel et de manière durable avec le foyer occupationnel, avec l'employeur et avec la MDPH, puisqu'il y avait forcément une forme de dérogation aussi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ce qui était impossible sur le papier, de prime abord, finalement, en mettant en place le projet au milieu et en cherchant des partenaires pour répondre, a finalement été possible. Donc ça veut dire que, encore une fois, ce n'est pas idyllique, mais on peut imaginer qu'une offre qui n'existe pas à ce moment-là puisse se créer. Et moi, je sais que là, l'épilogue faisant, que maintenant, chaque personne qui demande une dérogation dans cet établissement, finalement, a été acceptée. Et donc, ils ont trouvé un système où le temps qui n'était pas passé par la personne dans la chambre, il y a eu une forme d'engagement réciproque. Cette chambre est redonnée pour pouvoir accueillir des places d'urgence. Donc, finalement, tout le monde y trouve à peu près son compte. Avec une nouvelle modalité qui est arrivée dans un foyer occupationnel qui de principe ne le faisait pas, c'est que maintenant il y a des accueils à temps partiel, il y a une forme dérogatoire où on a une personne en foyer occupationnel qui fait du travail puisqu'il est en apprentissage, avec un conseil départemental qui a dérogé à ses propres réglementations pour accepter une aide sociale à l'enfance un peu plus large, et une MDPH qui finalement a été aussi plus aisée à donner des orientations, des doubles orientations qui ne correspondent pas de principe à une évaluation classique. Voilà. Je vois que la retourne, il est midi 10. Est-ce qu'il y a d'autres questions, interrogations, remarques? Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole? Non. Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous pour votre participation. Merci, Monsieur Lécuyer, Madame Bibouda et Madame Jobard, d'avoir été à mes côtés pour présenter le déploiement de ces dispositifs. L'enregistrement sera prochainement sur le site internet. On vous renverra également le PowerPoint.
Et puis, on vous remettra également, quand on aura l'ensemble des coordonnées des dispositifs sur le site internet de l'ARS. De toute façon, il y aura une communication aussi qui est prévue après dans chacun des départements. Voilà, merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir. Bonne Au journée, revoir. au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Au revoir, merci. Merci. Je vous rappelle. Il faut peut-être arrêter l'enregistrement.